L'animation dans After Effects. Dans tout logiciel numérique, l'animation se fait par interpolation. L'interpolation, c'est la création de clés, de keyframes. Et ces keyframes, ce sont l'enregistrement par le logiciel d'une valeur, d'un paramètre à un instant donné T. Ensuite, le logiciel va interpoler, c'est-à-dire qu'il va créer les instants intermédiaires entre ces deux clés. La mise en situation dans After Effects, je vais avoir besoin d'une composition, je vais donc la créer, je la renomme, je vais l'appeler animation. Je vais travailler en HD classique, 1920 par 1080, en 25 images par seconde. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'images, je vais être 100 images de durée avec une cadence de 25 images par seconde. Un fond noir, j'ai besoin d'un élément animé, je vais faire quelque chose de simple ici également. Un solide de 200 pixels sur 200 pixels, de couleur rouge, qui va être centré. Je vais l'appeler carré rouge. Encore une fois, de la rigueur dans les noms. J'ai donc maintenant un carré au centre que je vais pouvoir animer. Je vais ouvrir ma position sur mon carré rouge avec P et je vais donc animer. J'ai besoin de 2 instants pour animer. C'est le minimum pour animer. Je vais déplacer mon carré puisque je veux le faire traverser l'écran et je vais le placer ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'animation. C'est juste un changement d'état. Je vais le déplacer ici à la gauche du cadre. Pour animer dans After Effects, cela est très simple. Il faut passer le paramètre que l'on veut animer en mode animation. Pour cela, vous avez un petit chronomètre à la gauche du nom. Ici, 95% des paramètres dans After Effects sont animables. Je vais donc cliquer sur le chronomètre. Il se passe plusieurs choses. Déjà, le paramètre ici est en mode animation. Le petit chronomètre est bleu. Donc maintenant, toute modification de la position, de la valeur de ce paramètre donc de position va entraîner la création d'une clé qu'on a ici sous la tête de lecture, puisque la tête de lecture était en 0. Au moment où j'ai cliqué sur le chronomètre, il a créé une clé dessous. Elle est entourée de bleu parce qu'elle est sélectionnée. Si je clique ici, on voit qu'en fait c'est un petit losange, un petit carré tourné gris. Je peux le resélectionner. Que veut dire cette clé? Encore une fois, cela veut dire qu'en 0, le logiciel a mémorisé que le carré, la position du carré était ici. Je vais déplacer ma tête de lecture. C'est le cœur de l'animation. Il faut déplacer sa tête de lecture avant de changer la valeur du paramètre. Je déplace ma tête de lecture à la fin de ma zone de travail, de ma composition ici, qui sont les mêmes. Et je vais déplacer mon carré. Plusieurs façons de déplacer le carré. Je peux l'attraper et le faire basculer de l'autre côté. Je peux également, avec les flèches, et Shift, le faire traverser pour être sûr qu'il soit complètement rectiligne. Je peux évidemment également jouer avec mes paramètres ici pour changer la valeur. J'ai donc maintenant une deuxième clé. Si on regarde sous ma tête de lecture, comme la position, le paramètre a changé, il a été enregistré par le logiciel et j'ai maintenant une deuxième clé. Et donc le logiciel va maintenant interpoler ces deux valeurs pour créer une animation. Si je me remets au début, barre d'espace pour lancer l'animation, j'ai maintenant une animation puisque le logiciel, encore une fois, crée les instants intermédiaires pour créer une animation. Je vais arrêter l'animation. On peut créer autant de clés qu'on veut. Par exemple, je peux me déplacer encore une fois ici. Je vais attraper mon carré et je vais le déplacer. Je vais donc créer une nouvelle clé. J'ai maintenant, encore une fois, puisque je suis en auto-key, création automatique de clés dès que le chronomètre est activé sur le paramètre, ici la position. J'ai donc maintenant une troisième clé. Je peux évidemment déplacer ces clés. Je peux les copier. Ici, je vais copier celle-ci, CTRL-C, et la copier sous la tête de lecture, CTRL-V. J'ai maintenant deux clés. On remarque évidemment, comme les deux clés ici sont identiques, je n'ai plus de mouvement entre ces deux clés-là, puisque les deux clés ici, la deuxième et la troisième, sont identiques. Je n'ai évidemment plus de mouvement. Ça va stop le mouvement. Je peux également, évidemment, déplacer les clés. Je peux les supprimer. Je vais supprimer celle-ci. Il y a un autre moyen de créer une clé. À gauche du paramètre, ici, vous avez une petite section où je peux appuyer dessus. Cela va créer, encore une fois, une clé sous ma tête de lecture. Alors attention, ici, moi j'ai deux clés qui existent déjà. Donc déjà une interpolation. Ici, alors je vais supprimer celle-ci pour que ce soit plus simple à voir et à comprendre. Ici, j'ai donc un déplacement uniquement en X.
puisque je vais de 180 ici jusqu'à ici 2076. Donc on voit que mon paramètre X évolue dans le temps. Si j'appuie sur ce petit bouton ici complètement à gauche, comme il y a l'interpolation, ma tête de lecture étant ici, ma valeur de 1097.5 va être enregistrée quand je vais appuyer ici. On voit que ici j'ai une nouvelle clé et la valeur de cette clé c'est 1097 par 5.5. Si je me déplace après ici, après la dernière clé qui vaut 2076, on comprend que après cette clé, eh bien la valeur de X reste à 2076. Si j'appuie sur ce bouton, encore une fois, je vais créer une clé qui a la valeur de 2076, évidemment. Je vais supprimer ces clés pour simplifier mon animation. Recréer une clé au milieu, puisqu'on peut avoir un scale temporel sur les clés. Je vais redéplacer ma clé ici, recréer ma clé intermédiaire ici. J'ai maintenant 3 clés avec des intervalles différents. Je vais volontairement décaler celle-ci pour qu'on voit bien l'intervalle entre la première et la deuxième, qui est différent entre la deuxième et la troisième. Je vais sélectionner mes 3 clés et je peux faire un scale temporel. J'ai sélectionné toutes mes clés. J'appuie sur Alt maintenu et je sélectionne par exemple la clé de droite que je vais ramener sur la gauche et on voit qu'on a un scale puisque l'écart entre la première et la deuxième et l'écart entre la deuxième et la troisième reste constant. Il y a le même rapport. Ça, c'est très intéressant hein, quand on veut évidemment accélérer. Ici, je suis en train d'accélérer. Le temps est réduit entre les clés, donc l'animation accélère. Donc, pour refaire une animation. Au niveau de l'interface, quelques petites précisions. On constate que j'ai des petits carrés ici. Chaque petit carré correspond à une clé. Voilà, j'en ai une ici, une clé, j'ai un petit carré ici et un petit carré ici. Les petits points qu'on a entre les petits carrés correspondent aux images. Donc autant d'images, autant de petits points. Donc ici les petits points, les petits ronds là ici, c'est une image. Je vais me redéplacer ici. Quelques petites précisions sur la position des clés. Si je réduis mon calque ici, on peut constater que les clés peuvent être à l'extérieur de mon calque. Les clés peuvent être également à l'extérieur de ma composition, invisibles, mais présentes et qui vont avoir un effet sur mon animation. Faire attention, avoir une clé qui est à l'extérieur de la composition, c'est toujours un petit peu embêtant. Il faut changer sa durée pour récupérer ces clés. Des raccourcis clavier qui nous aident dans l'animation. U au clavier nous permet de faire apparaître les pistes et les paramètres qui sont animés, seulement cela. Donc ici, quand je fais U au clavier, ma position qui est animée apparaît, et seulement la position. J et K me permettent de naviguer de clé en clé. J pour aller à la clé précédente, ici ma tête de lecture est à la valeur de 26. Si je fais J, je vais aller à la clé juste avant. K, la clé suivante. Clé suivante, clé précédente. J, on va avant la clé précédente. K, la clé suivante. Très, très utile. En parlant de déplacement temporel, vous pouvez aussi aller d'image en image avec le page up et le page down sur votre clavier, les 6 petites touches que vous avez entre le clavier alphabétique et le clavier numérique. Vous avez 6 touches et vous avez le page up et page down qui permettent d'aller image en arrière. Naviguer dans les images une par une ou avec le shift et le page up ou page down de naviguer de toutes les 10 images. Voilà. Juste pour l'exemple, je vais animer d'autres paramètres. Je peux par exemple animer la rotation. Je vais appuyer sur R pour faire apparaître mon paramètre de rotation. Ici, je vais donc animer la rotation. Ici, le petit chronomètre est activé. J'ai maintenant 0, 0 et je vais lui faire 2 tours sur toute ma durée. Ici, le paramètre de nombre de tours, c'est celui-ci. Je mets nœud. Je vais maintenant avoir mon carré qui va faire 2 tours sur toute mon animation. Évidemment, en respectant mon animation de position, je vous rappelle que j'ai à la fois une animation de position et une animation de rotation. Donc ici, on voit mes 5 clés. J'ai 3 clés de position et 2 clés de rotation. Je vais également animer le paramètre d'opacité, par exemple. Je vais aller chercher mon T au clavier, comme transparence. Et je vais mettre une première clé ici, pour dire que mon carré est invisible à l'image 0. Il est également invisible. Je vais faire un copier-coller, copier, CTRL-C, CTRL
C, CTRL V. Et au milieu, je vais le rendre visible, donc je vais mettre l'opacité à 100%. J'ai maintenant un carré qui a plusieurs animations. Animation de position, pour aller de gauche à droite. Une animation de rotation. Le carré fait 2 tours entre le début et la fin. Et j'ai une animation d'opacité puisqu'il est invisible, c'est-à-dire complètement transparent au début et à la fin, et il est complètement visible au milieu. Imaginons que je veux modifier mon animation, je peux sélectionner tous les paramètres. Avec le Shift maintenu, je sélectionne mes 3 paramètres animés. Automatiquement, quand un paramètre animé est sélectionné, quand on appuie sur le nom du paramètre animé, toutes les clés de ce paramètre sont sélectionnées. Je vais, comme tout à l'heure, appuyer sur Alt et cliquer une des clés à droite pour le ramener à gauche pour faire un scale temporel, pour accélérer mon animation. Voilà, mon animation est accélérée. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, je peux réduire avec le N au clavier ma zone de travail et faire Shift CTRL X pour égaler ma zone de travail et ma composition. Je vais également simplifier mon animation pour ne garder que l'animation de position. Pour cela, je vais juste appuyer sur le chronomètre. En appuyant sur le chronomètre d'un paramètre animé, je fais disparaître toutes les clés. Alors, il faut faire attention à la valeur qui reste. Ici, mon opacité est à 0%. Je vais la remettre à 100%. Comme je n'ai pas d'animation, voilà, c'est un changement d'état sans animation. Ici, ma rotation, c'est pareil. Elle est restée à 327. Je vais la repositionner à 0. J'ai donc maintenant une animation simple de mon carré qui est juste un déplacement dans l'espace. After Effects nous offre la possibilité de créer cette animation. Puisqu'on a une courbe de Bézier, on peut la créer avec l'outil plume qu'on a comme dans Photoshop ici. Pour cela, le plus simple, c'est quand même d'avoir un support. Je vais donc créer un solide. C'est important qu'il soit de la taille de la composition. Donc ici, créer taille de la composition, on a le réglage automatique de la largeur, de la hauteur. Je vais prendre une couleur bleue, j'ai déjà du rouge dans le carré, et je vais faire OK. J'ai maintenant un solide pour créer mon chemin, ma spline. Je prends mon outil plume et je vais créer une courbe simple. Je reprends mon outil V pour faire quelques petites modifications sur ma courbe. Quelque chose d'avoir un petit peu sympa puisque ce chemin va devenir mon animation pour mon carré. J'ouvre ici mon calque. On constate que maintenant j'ai une partie masque. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Et dans le masque 1, j'ai un tracé du masque. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça que je dois copier sur ma position. Donc très simplement, je vais cliquer sur le tracé du masque, le copier, CTRL C, aller sur ma position. Ici, j'ai déjà une animation. Je vais la supprimer. Je vais faire quelque chose de simple. J'ai juste cliqué sur le chronomètre pour enlever mes clés d'animation. Je pense bien mettre ma tête de lecture en 0. Comme ça, ma nouvelle animation commencera à 0. Et en cliquant sur position, je peux faire mon CTRL V. J'ai maintenant 2 nouvelles clés qui sont apparues avec l'animation. Je vais enlever ma couleur ici et pour voir mon carré qui maintenant suit ce que j'ai créé tout à l'heure avec mon outil plume. On a des clés un petit peu différentes de tout à l'heure. En fait, si on regarde bien, j'ai bien une clé classique au début, une clé classique à la fin, qui me permettent de d'étirer et donc de ralentir ou d'accélérer mon animation. Et on constate qu'en fait, j'ai 3 petits ronds ici. En fait, ce sont des fausses clés, entre guillemets, qui correspondent à ce que j'avais avant tout à l'heure sur mon masque. Donc ici, sur mon tracé du masque, j'ai une, 2 et 3 points qui deviennent maintenant des clés sur mon animation. Ces clés, je peux cliquer dessus de façon et puis les déplacer si nécessaire, si je veux vraiment les transformer en clés classiques. Alors, c'est intéressant puisque je peux les déplacer dans le temps. D'un autre côté, je perds le lien direct sur mon changement d'échelle temporelle que j'avais si je fais des CTRL Z pour revenir à ce que j'avais avant. Avec mes petits ronds ici, on constate vraiment que j'ai un changement d'échelle. Juste en attrapant les clés d'extrémité, j'ai un changement d'échelle temporelle. Voilà. Donc cette façon de créer une animation de position est très pratique si on a une animation assez complexe, notamment avec des courbes qui nécessitent vraiment un travail précis. Donc voilà pour l'interpolation spatiale. Pour l'interpolation temporelle, je vais avoir besoin d'une animation plus simple avec une seule dimension. Ici, l'animation de position a 2 dimensions.
Pour comprendre l'interpolation temporelle, c'est un tout petit peu plus compliqué, donc je vais commencer par quelque chose de simple. Je vais aller chercher un pendule, ici un fichier Photoshop. D'ailleurs, c'est intéressant, ça nous permet de voir comment on peut importer un fichier Photoshop. Je vais cliquer dessus, faire importer. C'est important d'ailleurs, petite remarque, de ne pas faire de glisser-déposer avec un PSD. Si vous faites un glisser-déposer avec un fichier Photoshop, vous n'aurez pas cette fenêtre qui est très importante puisqu'en fait, ça va définir comment on va importer notre élément. Si on a un fichier Photoshop, c'est que l'on a des calques à l'intérieur et là, cette fenêtre, elle nous dit principalement comment gérer les calques de ce fichier Photoshop. Ici, j'ai 3 façons. La première façon, en métrage, c'est-à-dire qu'en fait, il va fusionner les calques. Ici, on va fusionner les calques, c'est le premier choix. Ou alors, ne prendre qu'un seul calque dans le fichier Photoshop. Ici, moi, j'ai 4 calques sur ce fichier. Je vais donc pouvoir choisir celui que je veux. C'est pas la façon que moi qui m'intéresse dans mon exercice, dans mon exemple, puisque je veux avoir tous les calques dans ma composition. Donc, il me reste 2 choix, composition ou composition avec conserver les tailles. Alors, je vais choisir composition, conserver les tailles. Pourquoi? Parce que dans ce choix-là, la taille du calque est définie par la taille de l'élément graphique. Si vous avez un petit élément graphique, la taille du calque va avoir la taille à peu près de l'élément graphique. Par contre, si vous vous mettez en composition, même si vous avez un petit élément graphique, le calque va prendre la taille de la composition. Donc imaginez par exemple ici, moi j'ai un petit carré rouge. Si j'avais un petit carré rouge dans un fichier Photoshop, eh bien en fait, le calque ne ferait pas juste la taille du petit carré rouge, mais la taille de la composition globale. Ça peut être embêtant dans certains cas, et en plus, il faut repositionner le pivot, le point d'ancrage, puisque dans ce cas-là, le pivot et le point d'ancrage sont au centre de la composition et non pas au centre de l'élément. Donc c'est pour ça que je vais choisir composition, conserver les tailles de calque. Ici, on a 2 autres petits choix qui concernent les styles de calque et les, voilà, ou de les fusionner ou de les modifier, qui restent modifiables dans After Effects. Ici, moi, je n'ai pas de style de calque, donc je peux négliger ce choix. Je vais faire OK. Automatiquement, After Effects m'a créé une composition de la taille du fichier PSD et m'a créé un dossier avec les 4 calques qu'il a glissé à l'intérieur. Je vais donc pouvoir glisser et ouvrir mon calque ici, ma composition, pardon. Et donc, on constate que j'ai une petite ligne bleue, je vais la pousser. C'est un repère, je peux le pousser en poussant à droite, par exemple. Ou afficher les repères pour m'en débarrasser complètement. J'ai mes 4 calques ici. Et mon balancier que je veux animer. Voilà. On constate que mon pivot n'est pas au bon endroit. Je vais le déplacer avec cet outil ici. À côté de l'outil de rotation, on a un outil un petit peu avec un nom barbare, outil déplacement arrière. Et le raccourci clavier c'est Y, et je vais pouvoir déplacer ce pivot au bon endroit. Je veux que mon balancier, évidemment, pivote par rapport au haut de l'élément graphique. Donc je vais déplacer ici. Voilà, mon pivot est bien placé. Je vais reprendre mon outil déplacement avec la touche V au clavier. Et je vais sortir du mode solo pour pouvoir animer. Je prends mon outil de rotation W. Je vais aller chercher le paramètre de rotation de mon balancier puisque c'est lui que je veux animer. Et je vais animer mon balancier. Je veux juste créer un cycle simple. Ici, dans mon animation. La durée est un petit peu longue, je vais la réduire. Donc, clic droit, paramètres de composition. Et 50 images me suffiront largement. Je commence à 0, j'ai une durée de 50 images avec une cadence de 25 images par seconde. Je peux faire OK. Donc, je vais mon balancier à gauche ici, au maximum, sans le sortir. Voilà, j'ai une valeur. Je vais pouvoir cliquer sur le petit chronomètre pour activer l'autokey d'After Effects. J'ai maintenant une clé ici. Je vais en mettre une deuxième ici puisque je veux que le balancier bascule de l'autre côté. Maximum, hein, même principe. Comme je suis en autokey, il met une clé automatiquement. Et la dernière clé, puisque je veux un cycle, je vais mettre à la fin à 49 et faire un copier-coller, c'est le plus simple. Je veux un cycle, donc je vais copier-coller ma clé. J'ai donc maintenant un cycle de balancier. Et on constate qu'évidemment, on a un problème sur cette animation qui fonctionne bien. Hein. J'ai mes 3 clés, ça tourne, on a un cycle. C'est très bien, sauf que il nous manque quelque chose de classique
dans la réalité, même dans une animation, ce sont les accélérations et les amortis. J'ai zéro amorti et zéro accélération. Comment peut-on faire cela? Bah, c'est le rôle de l'interpolation temporelle. Si je fais un clic droit ici sur une de mes clés, interpolation d'image clé, on constate que je n'ai plus que de l'interpolation temporelle, c'est normal, hein. Je n'ai plus de déplacement dans l'espace, donc je n'ai plus que du temporel. Et on retrouve le linéaire et les trois types de Bézier. Et un troisième type, le maintenir, qui en fait va maintenir la valeur d'une clé sur l'autre. C'est assez simple, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Par contre, les trois Bézier ici sont intéressants puisque c'est avec eux je vais pouvoir faire des accélérations et des amortis. Alors on peut le passer directement en Bézier auto ici. Évidemment, ça va pas changer grand-chose, le type de clé a changé, mais visuellement et sur mon animation, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'il faut que je crée une amortie et une accélération. On constate juste que ma clé a changé de forme, hein. C'est maintenant un petit rond. Je vais arrêter mon animation, faire un CTRL Z pour revenir sur ma clé originale. Donc il y a trois façons de gérer des amortis et des accélérations dans After Effects. La première façon, c'est une méthode très rapide et automatique. Je vais sélectionner toutes mes clés en cliquant sur le mot rotation. On l'a déjà vu, en cliquant sur le paramètre qui est animé, ça sélectionne toutes les clés. Et je vais juste faire F9 au clavier. En faisant F9, cela crée des accélérations, des amortis. Alors pourquoi les deux? Je vais y revenir dans un instant. On constate juste avant que, effectivement, ma clé a changé de tête. Maintenant, j'ai une espèce de petit sablier. Et on constate aussi que mon animation a changé. On remarque quand même sur l'animation, c'est quand même assez visible que maintenant j'ai des accélérations, des amortis. En fait, j'ai surtout des amortis, puisque le nombre d'images est fixe, hein, entre mes deux clés ici, c'est fixe, hein, je vais de 0 à 25, donc j'ai donc 26 clés entre la première et la deuxième. Donc l'image est fixe, le nombre d'images est fixe. Donc, en créant une amortie ici sur la clé 2 et une amortie sur la clé 1, mécaniquement, mathématiquement même, je dirais, ça crée une accélération entre les deux clés. Donc, j'ai une amortie en partant de la clé ici. J'ai une amortie en arrivant sur cette clé-là. Comme le nombre d'images entre les deux clés est fixe, j'ai donc une accélération entre les deux. Donc, alors, c'est assez difficile à voir, et peut-être, voilà. Donc entre cette clé-là, à gauche, et cette clé de l'autre côté, on a une accélération. Si on regarde en bas, quand le balancier arrive au milieu, il accélère et il ralentit aux deux extrémités. Donc ça, c'est la première façon automatique de créer une accélération et une amortie. Alors, petit problème, c'est rapide, c'est simple, mais on n'a aucun contrôle sur l'amortie, l'accélération elle-même. Alors, je vais maintenant parler que d'amortie, puisqu'on a compris que quand je fais une amortie, ça crée automatiquement aussi une accélération. Donc là, je n'ai aucun contrôle sur l'amorti. Est-ce que je voudrais pouvoir, par exemple, l'amortir plus ou l'amortir moins? Donc ça, je ne peux pas avec le F9. Il nous reste deux moyens, je vais les montrer maintenant. Pour cela, avant, je vais faire un CTRL Z pour revenir sur mes clés originales. Donc revenir finalement en Bézier, puisque le petit sablier voulait juste dire qu'on était en mode Bézier sur l'interpolation temporelle de la clé. Le deuxième moyen pour créer une amortie, c'est un moyen graphique. On a un éditeur graphique d'animation dans After Effects. Ici, le gros bouton ici avec une petite courbe dans un rectangle, c'est l'éditeur graphique. Je vais sélectionner mon paramètre animé, la rotation, et aller dans l'éditeur graphique. Et on constate que, évidemment, visuellement, c'est assez clair. On a bien quelque chose de linéaire. On a une espèce de V ici. On retrouve ma clé de début, ma clé centrale et ma clé de fin. Et on voit qu'en fait, de point de vue temporel, puisqu'on a en horizontal l'aspect temporel, le temps, je vais bien en linéaire. Donc, comment je peux changer ça? Là, il va falloir forcer la clé en Bézier. Je vais donc sélectionner mes trois clés. Je vais faire une boîte englobante pour sélectionner mes trois clés. Voilà, j'ai sélectionné mes trois clés et je vais cliquer sur une des trois clés, puisque les trois sont sélectionnées, et les passer en interpolation temporelle de Bézier. Interpolation d'image clé. Ici, je vais me mettre en Bézier auto et faire OK. Donc, comme tout à l'heure, sur l'animation spatiale, sur l'interpolation spatiale, j'ai maintenant des poignées sur chaque clé. J'ai des poignées ici,
Évidemment, j'en ai qu'une sur la première, la dernière, puisque il n'y a pas d'animation avant, donc pas la nécessité d'avoir des poignées. Donc, comment créer une amortie? Une amortie, ça veut dire ralentir le mouvement, et d'un point de vue graphique, ralentir le mouvement, ça veut dire aplanir cette courbe blanche. Donc, pour aplanir cette courbe blanche, il suffit de tirer, effectivement. Alors, je vais le faire de façon exagérée. Là, je peux pas aller plus loin, puisque c'est la clé ici. Donc, on voit qu'ici, en fait, j'ai aplani ma courbe. Donc, ça, c'est vraiment très plat. Donc, ça va ralentir, créer une amortie. Et d'ailleurs, c'est assez clair pour l'accélération, puisque là, je suis très plat, mais d'un autre côté, ici, donc plat horizontalement. Ici, j'ai, par contre, une courbe qui va vraiment tomber, avoir quelque chose de vraiment très vertical, et évidemment, ça crée une accélération. Alors, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Je vais, par exemple, me mettre sur 3 carrés et demi, disons. Comme j'ai un cycle d'animation, il faut que toutes mes poignées et mes amortis aient la même durée. Donc, je vais faire 3,5 ici. Donc, ici, en partant de ma clé, j'ai 1, 2, 3 et demi par rapport à mes carrés. C'est vraiment que visuel. Je vais faire la même chose ici. Donc, 1, 2, 3 et demi. Côté également. Je reste bien horizontal. C'est important. Pourquoi? Parce que je veux créer quelque chose qui s'aplanit ici au niveau de ma clé. Et la dernière également. Hop, je ne suis pas obligé de la sélectionner, mais je vais tirer et je vais faire 3,5. 3,5, c'est ici. Donc je vérifie bien mes durées, c'est plus intéressant puisque encore une fois j'ai un cycle. Donc j'ai bien ici une cohérence sur mes 4 tangentes qui ont une longueur de 3,5, qui sont bien horizontales, donc qui créent aussi là localement quelque chose de plat et évidemment en correspondance, en opposition, vraiment quelque chose de vertical entre les deux clés, donc amorti ici, amorti sur cette clé-là, à ce niveau-là, et une amortie là. Si je lance maintenant mon animation, vous voyez, l'amorti est beaucoup plus marqué. Alors c'est assez irréaliste, mais on voit beaucoup plus l'amorti beaucoup plus marqué que tout à l'heure, dans le mode automatique. Alors je pourrais réduire ici mes tangentes. Bon, je vais le garder comme ça parce qu'en fait c'est quelque chose de bien visuel qu'on se rend compte. Et là on a un contrôle effectivement. Je vais quand même l'arrêter et puis le réduire, le mettre à 2 par exemple. Ici je vais mettre à 2 carrés. Encore une fois c'est purement visuel. Hop, je vais mettre à 2 carrés pour qu'on voit que effectivement j'ai un contrôle sur mon amorti avec l'éditeur graphique. Je vais relancer mon animation. Voilà. On a quelque chose de moins marqué. On a toujours une amortie qui se rapproche visuellement assez de ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le mode automatique, le F9. Et encore une fois, on a un contrôle, c'est intéressant, puisque je peux doser mes degrés d'amorti et donc indirectement de mes accélérations. Je vais arrêter mon animation. Cet éditeur graphique nous permet donc d'avoir un contrôle précis sur mes amortis et mes accélérations. Il existe une troisième méthode. Je vais sortir de mon éditeur graphique, rebasculer en mode linéaire. Pour cela, je sélectionne mes 3 clés. Je refais un clic droit sur une des clés, interpolation d'image clé, et je vais repasser en linéaire pour annuler mes amortis, mes accélérations. On retombe sur ma première animation. La troisième façon, c'est une méthode paramétrique. Pour cela, je vais arrêter mon animation et je vais faire clé par clé. On peut, en fait, modifier la vitesse, puisque, en fait, les accélérations et les amortis sont liés à la vitesse d'animation. Donc, j'ai un contrôle sur ma vitesse d'animation. Donc, je vais faire ici un clic droit, non pas aller chercher interpolation d'image clé, mais vélocité d'image clé, keyframe vélocité en anglais. Je vais aller cliquer dessus et là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec 2 parties. Alors, en français, c'est assez clair, vitesse d'entrée et vitesse de sortie, c'est-à-dire la vitesse de rotation avant ma clé et la vitesse de rotation après ma clé. Ma vitesse de rotation en arrivant sur ma clé, ma vitesse de rotation en repartant de ma clé. Alors évidemment, c'est ma première clé, donc évidemment, la vitesse en arrivant sur la clé est égale à 0, ici 0 degrés par seconde, et je repars de ma clé avec une vitesse de moins 68 degrés par seconde. Alors, ce qui est important ici dans la vitesse, il y a 2 choses, il y a à la fois la valeur, 68, un petit peu plus, et puis le signe. Le signe, c'est le sens de rotation. Donc le moins, ça veut dire qu'on est en rotation anti-horaire, dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre. Donc une vitesse de 68 dans le sens opposé des aiguilles, de la rotation des aiguilles d'une montre. Et pour chaque vitesse en entrée et en sortie, on a une influence.
Qu'est-ce que c'est cette influence? C'est-à-dire que c'est l'influence de la clé sélectionnée par rapport à la clé précédente. Ici, donc la vitesse en entrée, c'est l'influence de cette clé-là par rapport à la clé précédente, et l'influence de la vitesse de sortie, c'est l'influence de la clé sélectionnée par rapport à la clé suivante. Est-ce que la clé sélectionnée a beaucoup d'influence dans le mouvement par rapport à la clé suivante et précédente? On voit qu'ici, par défaut, c'est quasiment nul, hein. Alors, je vais remonter ces valeurs. Donc, ce qui est intéressant quand on commence à vouloir faire des amortis, des accélérations, c'est d'avoir ces influences qui sont constantes sur toutes les clés. Alors, pas à 100%, si vous commencez à mettre 100% sur toutes les influences de toutes les clés, on va avoir des choses qui vont être difficiles à gérer. Je vous conseille des valeurs assez faibles, entre 40 et 60. Moi, je prends l'habitude de mettre 40%. Donc, on a une influence relative par rapport à la clé suivante. C'est largement suffisant. On pourrait se dire, oui, c'est en dessous de 50%, ça va pas être suffisant. C'est largement suffisant. C'est juste pour influencer vraiment, pour forcer l'influence de cette clé-là. Et je vais baisser ma valeur. Puisqu'encore une fois, je veux créer une amortie. Donc, pour créer une amortie, il faut que je baisse la vitesse de mon animation. Donc ici, j'ai moins 68. Pour baisser la vitesse, attention, on garde le signe, hein, puisque le signe n'indique que le sens de rotation. Donc, je vais mettre, par exemple, moins 10 ou moins 20. Je vais commencer par moins 20. Donc voilà, j'ai baissé de 68 à 20 en gardant le signe. Ici, je ne change pas, je suis à 0. Donc, c'est ce qui se passe avant la clé. Ici, ça m'intéresse pas, c'est la première clé. Je vais faire la même chose sur la deuxième clé, clic droit, vélocité d'image clé. Je mets mes influences à 40%. Encore une fois, c'est complètement arbitraire. On pourrait mettre 40 ou 50. Le principal, c'est d'avoir la même influence sur toutes les clés. Et là, on retrouve une vitesse en entrée de moins 68 et une vitesse en sortie à quasiment 71. Donc c'est pareil, je vais baisser. Pour être cohérent, je vais mettre la même chose partout, hein. Je devrais avoir la même chose, mais j'ai un petit décalage d'une clé, donc c'est pour ça que j'ai pas exactement pile poil la même chose en entrée et en sortie. Ici, je respecte bien les signes, moins 20 et 20. Et je vais faire la même chose sur ma dernière clé. Vélocité d'image clé, mais 40%. Alors ici, ça ne sert à rien, je vais le faire quand même. Mémorise, voilà. Pour le mémoriser, ici, je vais mettre 20 puisque j'ai une valeur positive. Donc j'ai modifié, on constate que en faisant ça, je suis passé en Bézier sur mes interpolations temporelles. Et j'ai bien une amortie qui est assez faible. Pour l'instant, on sent l'amorti, mais c'est assez faible. Donc, je vais peut-être le forcer un tout petit peu plus. Je reprends mes valeurs ici. Alors, je vais mettre moins 5 pour vraiment quelque chose d'un petit peu exagéré peut-être. Je pense que on va être dans quelque chose de pas très réaliste, mais visuellement, ce sera bien visible, pardon. Donc, je vais passer toutes mes valeurs à 5 ou à moins 5 en gardant bien le signe de rotation pour la rotation. Voilà. On a une interpolation, encore une fois, temporelle de Bézier avec des amortis, des accélérations qui, ce coup-ci, sont beaucoup plus marquées. Donc, encore une fois, un contrôle. Une troisième méthode qui nous permet un contrôle sur ces amortis. Donc, on a donc vu trois méthodes. Le F9 en automatique, l'éditeur graphique en aplanissant la courbe, et cette méthode paramétrique avec la vélocité d'image clé où on contrôle la vitesse. Alors ces trois méthodes sont très pratiques. On peut choisir la méthode. Par contre, il y a une méthode qui ne fonctionne pas quand on a plus d'une dimension. Ici, j'ai qu'une seule dimension, c'est la rotation. Je n'ai pas de valeur X et Y ou de couleur RGB. Je n'ai qu'une seule dimension. Donc cela veut dire qu'en fait, il y a une méthode qu'on ne peut pas utiliser quand on dépasse une seule dimension, c'est la méthode graphique. Pourquoi? Parce que la méthode graphique, évidemment, elle fonctionne avec un éditeur graphique, avec une courbe, et dès qu'on commence à avoir plus d'une dimension, donc deux voire trois, cette méthode est compliquée parce qu'en fait, il faut séparer les dimensions et on n'est pas équipé, nous, mentalement, pour animer quelque chose spatialement avec des courbes qui sont séparées, des X et Y qui ont des courbes séparées. Donc cette méthode graphique, elle fonctionne bien seulement avec des paramètres à une seule dimension. D'ailleurs, petite remarque en passant, on regarde ici que j'ai changé mes amortis et mes accélérations. Alors je vais sélectionner mes trois clés. Et on voit que ici, en paramétrique, on retombe un petit peu sur ce que j'avais fait tout à l'heure. On voit bien que mes tangentes sont horizontales et ça a aplani la courbe. Donc on a vraiment une correspondance entre la deuxième et la troisième méthode.
comment faire quand on a plus d'une dimension? Par exemple, justement, quand on a un déplacement dans l'espace. Eh bien, reprenons l'animation de mon carré ici tout à l'heure. Voilà, j'ai une animation dans l'espace et imaginons que je veux faire une amortie. Alors, je vais juste simplifier un tout petit peu. Je vais refaire l'animation en fait. Je vais faire une animation très simple, donc je vais toujours partir de là et je vais faire arriver mon carré à la fin. Je vais le faire arriver au centre ici. Voilà. Comment faire des accélérations et des amortis d'un point de vue spatial? Encore une fois, là, j'ai deux dimensions. Si utiliseur graphique, j'ai deux courbes. Je peux les séparer. Je vais arrêter mon animation. Vous voyez, je peux, mais ça devient très compliqué puisque pour modifier la trajectoire, c'est très compliqué de compenser. Et encore, moi, j'ai qu'une animation linéaire, donc ça va. Mais quand on a commencé à avoir des animations spatiales assez complexes, on peut pas utiliser l'éditeur graphique, en tout cas tel qu'il est là, avec les X et Y séparés. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on va utiliser l'éditeur graphique, mais pas sur la position, sur la vitesse de l'objet. Donc ici, on a dans le bas les petites icônes d'affichage de l'interface graphique. Je vais aller cliquer sur le petit dossier avec les petits traits ici, non pas pour visualiser les valeurs, mais la vitesse. Qu'est-ce qu'on constate ici? Donc maintenant, j'ai la vitesse. Alors c'est un peu étrange, mais en fait, quand on réfléchit, c'est logique, j'ai mes deux clés ici. Et ma vitesse est constante, puisque je suis en linéaire. Du début à la fin, ma vitesse est constante. Et dans mon éditeur graphique de vitesse, j'ai une ligne ici qui est à... Hop, je vais l'arrêter ici. Voilà. Si je fais un clic droit, je vais voir ma vélocité. Ma vitesse, elle est à 277. On voit qu'effectivement, j'ai une ligne qui est bien à 277. Alors, j'ai pas on voit pas la valeur exacte. On voit bien ma ligne. Donc, comment faire? En fait, on constate que ici, j'ai des petits points. Automatiquement, j'ai des clés. Là, je suis passé je vais repasser en interpolation linéaire sur le temporel. Voilà. Et je vais aller voir mon éditeur graphique. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des poignées qui sont pas des poignées, en fait. On a à la fois notre clé et puis des espèces de petites poignées qui ressemblent à des poignées de Bézier qui sont pas exactement des poignées de Bézier puisqu'en fait, on peut les tirer que horizontalement. Donc, imaginons que je veux faire une amortie. C'est quoi une amortie? Une amortie, ça veut dire baisser la vitesse. Donc, je vais attraper ici mon point d'arrivée. Je vais faire une amortie sur mon point d'arrivée. Donc, je vais baisser le point pour avoir une vitesse quasi nulle ici. Et je vais tirer dessus. Voilà. Ça, on constate qu'on revient avec le principe de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye d'aplanir ma courbe. Plus je vais tirer dessus, plus je vais aplanir ma courbe. Et on voit que aussi, réciproquement, comme encore une fois, le nombre d'images est fixe entre mes deux clés, comme je tire sur ma deuxième clé et que ça aplanit et ça crée un ralenti, ça crée une accélération aussi. On a un pic ici d'accélération. J'étais à 277. Ici, maintenant, ça monte à 1200 pixels par seconde avant de redescendre. Donc, visuellement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, c'est un petit peu trop prononcé, mais on ressent bien l'accélération. Je vais déplacer mon carré ici et je vais le déplacer au début là pour que, voilà, on le voit au début et je vais relancer mon animation. Donc on a bien quelque chose de rapide qui ralentit. Ralentit trop, hop, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Par contre, je peux évidemment pousser ma poignée ici vers la gauche pour avoir un pic d'accélération au début. Voilà. Je vais encore l'arrêter pour faire une dernière fois comme ça. Hop. Avoir un pic d'accélération ici. Carrément faire l'inverse. Regardez, monter ma vitesse ici. J'ai un petit peu trop de clés aussi, c'est ça. Faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant avec moins de clés. Voilà. On va avoir quelque chose de très rapide. Voilà. Réduire ma taille, la zone de travail. Je vais attraper ma zone de travail pour avoir un cycle un petit peu plus visible. Voilà. Quelque chose d'assez intéressant puisque j'ai une grosse vitesse au début et puis une amortie vers la fin.
On a une gestion vraiment de l'amorti. Donc ça, effectivement, c'est intéressant puisque comme on travaille sur la vitesse, eh bien la vitesse, c'est la vitesse de ce qu'on veut. Qu'il y ait 2 dimensions ou 3 dimensions, une vitesse reste une vitesse puisque c'est la variation d'un paramètre dans le temps. Donc une vitesse, que ce soit encore une fois en 2 ou 3 dimensions, ça reste une vitesse. Et on peut vraiment jouer. Là, c'est intéressant visuellement. Imaginons qu'on est en train de faire de l'habillage. Là, on a quelque chose de dynamique et qui est quand même plus intéressant à l'œil pour de l'habillage. On a donc vu toutes les possibilités d'amorti et d'accélération avec l'After Effects en automatique, avec l'éditeur graphique en une dimension ou en 2 ou 3 dimensions, ou en paramétrique avec la vélocité d'image clé.